Vous êtes toujours, je suppose, j'espère et je crois, sur Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, pour écouter l'émission à Racaille du mardi 11 août 2020, consacrée à l'artiste nordiste Marcel Gromer. Voilà, un artiste longtemps relégué aux oubliettes de l'histoire de l'art et qui commence à remonter un peu à la surface. Enfin, j'espère en tout cas, après cette exposition magnifique de la piscine à Roubaix, que nous avons visité, ma camarade et moi, pas plus tard que la semaine dernière. Ouais, donc on va commencer un peu par sa bio. Alors c'est effectivement un peintre, dessinateur, graveur, illustrateur, cartonnier, une figure incontournable de l'art moderne, compagnon de route des communistes, anticolonialiste, antifasciste, contre le racisme, aujourd'hui négligé par l'histoire de l'art et redécouvert grâce au musée de Sète, de Honfleur et la piscine de Roubaix, qui sont à l'initiative de cette exposition en 3 volets qui, après avoir tourné donc à Sète et à Honfleur, se termine à Roubaix. Donc c'est un peintre du Nord, Marcel Gromer, né en 1892 à Noyelles-sur-Sambre, dans le Hainaut, donc dans le nord de la France. Sa mère meurt des suites de son accouchement. Il est donc élevé par sa grand-mère, qui est une peintre amatrice, et par sa tante, poétesse, dans une grande maison, une ancienne dépendance de l'abbaye de Marval. Il passe son enfance dans la maison familiale de Renaud Folly, il en fera d'ailleurs un tableau. Il commence sa scolarité à Douai, puis il rejoint à Paris son père qui enseigne l'allemand au lycée Buffon. Celui-ci l'oriente vers le droit, mais Gromer préfère la palette et commence à fréquenter les ateliers de Montparnasse, l'Académie Colarossi, Rançon, la Palette. Il est l'élève de Henri Le Fauconnier, il fréquente Henri Matisse, il visite les galeries et musées de Belgique, d'Allemagne, de Hollande, et là il découvre les primitifs italiens et flamands. Il expose pour la première fois au Salon des Indépendants en 1911, il n'a donc que 19 ans. Puis arrive la conscription. En 1913, Gromer commence son service militaire près de Lille et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est déjà sous l'uniforme, mobilisé comme chasseur à pied. Il est blessé à la tête en 1916 et sa communion de vie avec toutes les couches de la société française, donc là, va le marquer. Il réalisera d'ailleurs quelques dessins sur la guerre lors de son séjour à l'hôpital. Il est interprète pour l'armée américaine et ne rentrera chez lui qu'en 1919 pour installer son atelier au 20 rue de l'Ambre et devient critique cinématographique au Crapouillot. Il publie l'art moderne et notes sur l'art d'aujourd'hui qui ont actuellement valeur de manifeste. Et là, sa rencontre primordiale avec Maurice Girardin, qui est dentiste et grand collectionneur, qui va découvrir sa toile Les musiciens mendiants exposée au Salon des Indépendants en 1920. Et pendant 3 années, Girardin lui achètera par contrat l'ensemble de sa production et lui permet ainsi de vivre de son art, devenant son marchand et son collectionneur principal. Il est propriétaire de la galerie La Licorne, où il exposera aussi Rouault et Bernard Buffet. Gromer se marie, il aura un fils d'ailleurs, François. Il s'installe en 1925 au numéro 3 Villa Seurat dans le 14e arrondissement de Paris et poursuit la rédaction de ses notes personnelles qu'il tiendra jusqu'à la fin de sa vie. Au numéro 4 de cette même rue demeure Jean Lurçat, donc c'est un lieu qui sera le laboratoire architectural des Montparnasse entre les 2 guerres. Gromer expose la guerre 1925 au Salon des Indépendants et il est professeur à l'ouverture de l'atelier B de l'Académie scandinave. 1933 se tient la rétrospective à la Kunsthalle Basel, qui est pour lui une consécration, est devenu membre de la Société des artistes de France, dont l'objectif est de promouvoir l'art contemporain. Il publie L'art, invention du concret, dans lequel il remet en cause l'art abstrait. Il prend part à toutes les manifestations du Front populaire, il reçoit des commandes de l'État en 1937 pour l'exposition internationale de Paris, et pendant la guerre, de 1939 à 1944, il réside à Aubusson dans la Creuse. Il participe au mouvement de renouveau de la tapisserie aux côtés de Jean Lurçat. Et 1950, il poursuit donc, on est en 1950, voilà, et ensuite il poursuit ses engagements politiques et intellectuels, et sans adhérer au Parti communiste, est plutôt considéré comme un de leurs compagnons de route.
Il est nommé professeur d'art mural à l'École supérieure des arts décoratifs. Et là, il réalise son dernier décor mural pour l'Assemblée d'Union française, l'abolition de l'esclavage, un panneau de 5 mètres sur 8. Il effectue un voyage aux États-Unis, il va réaliser des vues de New York et après plusieurs grandes expositions personnelles et la publication de son dernier texte qui s'appelle « À quelques jeunes peintres inconnus », dans les nouvelles littéraires, la maladie s'installe, sa vue s'affaiblit et Gromer meurt en 1971 après une longue hospitalisation. Non, il est enterré donc à Noyelles, hein, dans le Nord, quoi. L'essentiel de sa vie, on l'a vu en tout cas pour une bonne part, à la piscine de Roubaix, dans une magnifique exposition de peinture, enfin, quelque chose de... Ils sont quand même des locaux qui sont assez splendides. Un commissaire d'exposition, c'est un ou une? Je crois que c'est un, je crois que c'est Bruno Godichon qui est commissaire d'exposition. Bon, rien à voir avec son patronyme, il n'est pas Godichon du tout. Grand dessinateur, un très grand dessinateur, un peintre émérite, avec une personnalité quand même assez... on va en reparler, je pense. Ouais. Non, mais la piscine, en tout cas, chaque fois qu'on est allé là-bas pour des expos, on n'a jamais été frustré, déçu, ennuyé. Ce sont toujours des expos magnifiquement préparés, etc., etc. Avec voilà. On a eu un interlocuteur à la réception qui était un petit peu grognon. Enfin, ça arrive partout. Hein. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord, écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Jacques Brel, le plat pays. Bah oui, puisque Marcel Gromer est né dans le Nord, c'est enterré dans le Nord aussi. Je crois, non? Ouais. Donc c'était approprié, me semble-t-il, même si on l'a mis souvent, mais c'est jamais trop souvent des si belles chansons que celles de Jacques Brel, la plupart d'ailleurs. Il n'y a pas que le plat pays, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Ouais, alors maintenant on va parler un peu de sa peinture, puisque effectivement l'exposition est en deux parties. Une première partie qui est consacrée donc à son œuvre
peinte, et une deuxième partie qui est plus discrète, pas très bien indiquée à notre avis, consacrée à ces gravures. Et heureusement qu'on a un petit peu insisté pour voir ces gravures, sinon on serait passé à côté. Ce qui était dommage, c'est quand même la moitié de l'exposition, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de sa peinture? On peut déjà souligner quand même que Marcel Gromer, en fait, n'a jamais vraiment fait partie d'une école. C'est un peintre qui est resté quand même, qui est resté lui-même, hein, même si on sent qu'il a été inspiré par différents courants on sent une influence de Cézanne sur la géométrisation des formes, on sent une influence de l'expressionnisme allemand quand on voit certaines formes qui nous font penser à Constant Perméqueux qu'on était allé voir en Belgique. On sent une influence du cubisme, sauf que lui n'a jamais voulu cet éclatement justement des formes. Donc, voilà, on sent tout ça et en fait on arrive à quelque chose, un travail, une réussite quand même atypique avec une palette caractéristique aussi, des formes caractéristiques et des couleurs caractéristiques en fait. Oui, on peut dire que c'est une peinture très dessinée. Vous voyez, c'est pas la peinture qui part en quenouille, là ça part dans tous les sens, avec de la barbouille quoi, en quelque sorte. Mais vous voyez pas un terme forcément péjoratif dans ce que je dis, mais il y a, si vous voulez, à cette époque-là, il y avait des courants de peinture, voilà, où on foutait tout par-dessus les moulins, on peut dire ça comme ça, voilà. Non, Marcel Gromer, moi je crois que c'est d'abord un immense dessinateur, et que sa peinture, elle est soumise à ce règne du dessin. C'est très... les compositions sont tout à fait, comment dirais-je, réglées, c'est comme de le dire. Les formes, mais vraiment, c'est... Voilà, où les courbes, les lignes droites, etc. sont très maîtrisées. Et c'est rempli après par la barbouille, quoi, voilà. Mais une barbouille aussi qui part pas dans tous les sens non plus, une barbouille comme l'a indiqué Piquet-Cou, une barbouille où on sent l'influence du maître d'Aix, voilà, c'est ce qui donne des textures très riches, avec une multitude de couleurs, de dégradés, etc., etc., voilà. C'est un peu... voilà. Enfin, c'est... Oui, une peinture très structurée. On sent qu'il n'y a pas grand-chose de laissé au hasard, que tout est bien maîtrisé, et c'est un petit peu aussi tant mieux, puisqu'il se réalise vraiment que dans des immenses formats. Alors, faut voir hein, quand même. Bon, ce qui fait que dans les formats plus réduits, bah là, il maîtrise tout ça d'une manière assez extraordinaire, quoi. On sent qu'on ne peut pas le prendre en défaut, ni sur les compositions, ni sur les couleurs, ni sur les intentions. Enfin, tout ça, ça respire une santé énormément forte, qui est en phase avec la santé des nordistes, comme la cuisinière du petit restaurant où elle est allée, sa serveuse. En plus, il remplit tout l'espace de la toile. C'est vraiment un tout, oui. Quoi. Il n'y a pas... il n'y a pas un millimètre carré qui n'est pas utilisé, hein, ça c'est sûr. Et en plus de ça, il y a aussi ces représentations, donc il y a ces sujets, qui sont des sujets très, très humains. C'est-à-dire qu'il peint l'homme, effectivement, dans sa réalité humaine, sociale, politique. Donc, bon, il y a ce tableau de la guerre qui... Moi, j'avais rencontré Gromer, justement, au lycée. C'était le tableau qui était dans les manuels où on avait fait un travail sur la guerre. Enfin, c'est là que j'ai rencontré Gromer pour la première fois et ça m'a marqué parce que j'ai retenu ce nom. Alors, j'ai pas retenu forcément beaucoup de choses de mes années de lycée. J'ai retenu ce tableau de la guerre de Gromer avec, justement, ces soldats qui sont en enfilade, comme s'ils étaient complètement coincés dans la tranchée, avec la rondeur des casques. Et lui, il allie souvent, c'est ça, il y a une forme ronde, et après, il y a des formes angulaires. Les nez sont souvent très anguleux, quoi. Moi, je dirais, contrairement un peu à ce que tu avances, que c'est un peintre surtout de la femme. Un peintre, un dessinateur du corps des femmes. Dans la majorité des œuvres qu'on a vues, ce sont des représentations de femmes dans toutes les positions, voilà, des nus magnifiques et des nus désirables, hein, c'est pas du menu frottin, hein, c'est vraiment de la gonzesse qu'on a où il faut, quoi, voilà, qui s'offre les jambes écartées, les seins agressifs, les fesses monumentales,
Mais même s'il y a des fesses qui sont quand même assez assez imposantes, c'est jamais lourd, c'est jamais vulgaire, c'est toujours la maîtrise d'un dessin parfait. Voilà, même dans l'exagération des formes, parce qu'il y a beaucoup d'exagération dans les formes féminines, mais ça reste très 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 féminin. Voilà, et ces femmes en fait ont souvent une poitrine très très ronde. D'ailleurs, on est toujours dans cette géométrisation des formes. La poitrine est très ronde, la taille est donc plutôt fine et la fesse repart en rondeur, quoi. Ah oui, on peut dire en rondeur, ronde. Mais toi, tu dis que c'est le peintre à femme. Oui, effectivement, les femmes sont présentes. Non, je suis d'accord, les femmes sont présentes dans beaucoup de tableaux. Presque tous ces tableaux, il y a des femmes. Mais par contre, sur ces thèmes, les thèmes qu'on a dans cette exposition, on a quand même les travailleurs de la terre, comme ces mangeurs de pain, ces buveurs de bière. Il y a aussi des femmes dans les travailleurs. Oui, mais les thèmes sont des thèmes, de travailleurs, des travailleurs donc de la terre, des usines. On voit la ville, par exemple la ville qui est représentée, on a des joueurs de cartes là qui font carrément penser à Cézanne aussi. De même que ces buveurs de bière et ces mangeurs de pain. Alors les mangeurs de pain peuvent aussi faire référence à Van Gogh et ces mangeurs de patates. Hein. On voit aussi les artisans, on voit les vagabonds. Il y a un cheminot qui m'a fait penser au cheminot de Jules Adler, justement. Enfin, on a quand même l'incarnation du peuple. Donc dans le peuple, il y a les hommes et il y a les femmes, quoi. Oui, mais je pense que les femmes, encore une fois, on a eu la même discussion à Roubaix. Mais comme ma camarade est assez têtue, quand elle a un truc dans la tête, bon, ça y reste. Moi, je maintiens que la majorité de son œuvre est consacrée à la femme. Mais je suis d'accord, sauf que c'est décliné sur différents thèmes, comme Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais... Il y a aussi ce monde de la rue. En fait, il a peint énormément de choses. On verra qu'en gravure, c'est pareil. Il a gravé en gravure, il y avait aussi pratiquement des femmes, quoi. Il a gravé énormément de choses. Dans le bouquin, on voit il a vraiment gravé énormément de choses. Et donc il y a aussi tout ce monde de la rue, les spectacles urbains. Alors après, on voit un quai d'une gare, on voit un wagon de métro, il y a une vue sur une rue, il y a les spectacles forains. Là où il y a encore beaucoup de femmes, oui, c'est dans tout ce qui est musical, les cafés, les activités sportives. On voit le bord de Marne, hein, on voit à côté de chez toi le bord de Marne, le viaduc, avec une femme effectivement qui fait du kayak ou du canoë. Voilà, il y a quand même aussi il y a tout ce quotidien qui est saisi, il y a cette activité grouillante du cœur de la ville. Faut voir que Gromer a vécu le Front populaire. Hein, il était pendant que Jean Lebas, je crois, était justement ministre du Travail. Donc, il faut préciser que la piscine est avenue Jean Lebas à Roubaix. Donc, il a vécu toute cette organisation des loisirs, tous ces acquis du Front populaire et qu'il a représenté ça aussi. Après, il y a une pièce qui est réservée à tout ce qui est l'atelier, enfin ce qui peignait effectivement dans l'atelier, donc là effectivement des femmes qui posent pour des portraits des nus féminins, quoi. Et à Montmartre, il y a la rue Marcel Gromer, en fait c'est un escalier, voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc quand même une rue consacrée à Montmartre, à Marcel Gromer, il n'y a pas une rue consacrée à Pablo Picasso, hein, mais Gromer, oui, voilà, moi je suis bien content. Bah oui, c'est bien. Alors quand on regardait sa peinture, moi il y a un moment j'ai pensé à Rouault sur certaines peintures, et d'ailleurs c'est pas pour rien que finalement ce docteur Gérardin qui le collectionnait a collectionné Rouault, et on a pensé à Fernand Léger, bien sûr aussi, hein, et à Bernard Buffet aussi. Et à Bernard Buffet, surtout dans la dernière partie de ses représentations de New York là. Oh ouais. Hein. Ben là j'ai un paysage de Bruges, une vue de Bruges. Par Marcel Gromer, je crois que c'est une gravure. Et puis c'est franchement les lignes de Buffet, quoi. C'est des trucs très angulaires, très. Voilà, Buffet aurait pu faire la même chose. Il a quelque chose. Voilà, et lui, c'est pas lui qui a été influencé par Buffet, hein. Plutôt Buffet qui a été influencé par lui. Bah c'est quand même à se demander si Buffet a dû connaître ces toiles de New York, parce que ces toiles et ces gravures aussi, tu vois, parce que dans les gravures aussi, c'est flagrant, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de la pointe de Buffet, quoi. Tu vois, la pointe sèche de Buffet, il y a ça aussi dans ces gravures. Voilà. Bah oui, parce que quand on dit bon, les paysannes, mais là j'ai encore devant les yeux de Marcel Gromer une paysanne avec un enfant dans les bras, un enfant à côté,
et un panier avec des légumes dedans. Voilà, c'est une paysanne. Voilà, c'est la campagne, mais elles sont présentes aussi. Là. Ouais. Et alors c'est vrai que nous on avait pensé, enfin Père Méqueux nous est venu rapidement à l'esprit parce qu'on aime beaucoup Père Méqueux, et de Père Méqueux on retrouve ses mains très, ses poignes en fait, hein, ses mains très costauds là, avec des formes anguleuses. Enfin, et, moi j'ai pensé à Georges d'Aurignac à un moment donné parce qu'effectivement d'Aurignac a représenté aussi tous ces travailleurs massifs, quoi. Et voilà, et on peut dire aussi qu'il a été inspiré par la nouvelle objectivité allemande. On peut penser aussi à Autodix par moment, quand il y a des scènes de rue. Là, je trouve que moi, je pensais vraiment aux scènes d'Autodix. Oui, mais là, il y a un FTP par grand-mère, c'est pareil, ça fait penser à Autodix, quoi, là. L'abri par grand-mère, c'est un genre, une gravure, c'est Buffet. Il y a quand même des choses. Il y a une peinture avec trois trimardeurs et un chien là, avec des sacs sur le dos. C'est quand même, oui, il y a, si vous voulez, le monde du travail, et ça, Dominique Piquet-Co a raison. Le monde du travail est très très représenté. Le monde du travail et le monde des loisirs aussi. On voit qu'il a connu la période des congés payés, toutes ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui font référence aux loisirs de plein air, là, hein, qui étaient pas particulièrement réservés aux classes populaires avant les congés payés de 36, quoi, voilà. Alors Gromer n'a pas eu une production, je crois qu'il a peint 700 toiles, je crois qu'il faisait une dizaine de toiles par an, c'est pas... Oui, ça, on a l'impression quand même que c'est beaucoup, quoi, parce que il y en a quand même une quantité quand même assez impressionnante, quoi, voilà. Et oui, donc cette exposition, je fais bien le tour de toutes ces périodes différentes. Enfin, c'est vraiment, il n'y avait pas grand monde, on pouvait se promener dans les salles. Moi, j'ai même pu faire marche arrière à un moment donné, donc ça, c'était plutôt agréable. Alors, il a été professeur d'art mural, donc il y a l'abolition de l'esclavage qui est un de ses gros travaux et qui accueille les visiteurs à l'entrée de la piscine. C'est au-dessus des caisses justement, cette abolition de l'esclavage, et ils ont réservé une petite salle spéciale avec une vidéo qui explique un peu l'histoire de cette toile. Bon, cette toile est bien, mais moi je trouve que j'ai vraiment préféré l'ensemble de son autre travail. Enfin, je préfère vraiment voir toutes ces scènes de la vie, du quotidien. Tout à fait, des choses plus humaines aussi, parce que bon, les grandes fresques murales c'est bien, mais enfin, on ne peut pas dire qu'on rentre dedans comme ça, comme dans un moulin. C'est assez écrasant, c'est assez impressionnant. Il y a des œuvres plus intimistes qui sont plus abordables par nous, pauvres mortels, hein, parce que on est quand même des pauvres mortels par rapport à une œuvre aussi. Moi, je trouve que c'est assez gigantesque pour un mec qui faisait 10 tableaux par an, parce que, à mon avis, il y en a quand même beaucoup. Hein. 700. 700 Plus combien de gravures? À peu près pareil, je crois. Ouais, d'accord. Ouais, les gravures, c'est énorme. Bon, on va en parler, mais il a beaucoup gravé aussi, quoi. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Oh, par Dieu, c'est pour ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur.
destinée, fiancée de la terre et promis des douleurs. La veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Tu n'en reviendras pas, Catherine Sauvage. Et vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille, qui va se terminer au moins pour sa partie artistique sur la gravure de Marcel Gromer. Et Piquet-Cou, co-animatrice de cette émission mythique, est complètement fondue à propos de la gravure de Marcelou. Et c'est grâce à elle qu'on a trouvé, parce qu'elle est assez pugnace, personne au musée savait s'il y avait des gravures ou pas, alors qu'il y en avait quand même 2 rangées sur tout le long de la piscine, plus d'une centaine de gravures. Bon. Ouais, c'était un peu un flou. Alors que moi j'avais entendu justement que l'intérêt de cette exposition c'était aussi que le long du bassin les gravures de Marcel Gromer étaient exposées. Et donc il a fallu, rien n'est indiqué, donc il a fallu un petit peu insister, et comme j'étais très motivée, effectivement... Ah oui, ça peut le dire, mais c'est toujours pareil, elle est motivée comme ça presque pour toutes les expos. Je vous dis, pendant que moi je fais péniblement un tour de l'expo, elle en fait 5 ou 6, quoi. Voilà, donc bon. Donc on a quand même réussi à trouver ces gravures, et au bonheur, aux joies, parce que je trouve que c'est très important parce que c'est Marcel Gromer, on n'évoque pas souvent ses gravures. Alors lui était initié à la gravure sur bois, c'était en 1917. C'est Jean-Émile Laboureur, il a rencontré... n'importe qui. Voilà, il l'a rencontré lors de sa mission de traducteur à Saint-Nazaire, donc pendant la guerre. Et Gromer considère de plus la gravure comme un art en soi. C'est pas simplement l'occasion de reproduire ses dessins, c'est vraiment un art. Et donc il a été engagé au sein de plusieurs groupes de graveurs, et il avait même laissé une lettre à son fils François qui témoigne de l'importance qu'il accordait à sa production gravée et son souhait qu'elle soit remise à une collection publique de France. Et donc en fait ce don a été l'occasion de la création du musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines, parce que c'est là que son fils François en a fait don. Donc ce musée qu'on n'a pas encore visité, qui est dans le nord de la France, oui. Où on a Agnès Dubar, notre graveuse qu'on aime bien, qui habitait Lille justement, a fait plusieurs expositions là-bas. Enfin, régulièrement Gravelines revient dans nos recherches artistiques, donc c'est vraiment le lieu le musée de l'estampe. Donc c'est aussi par ce don du fils de Gromer à cet endroit que ce musée a pu naître, quoi. Alors pour vous dire l'incohérence parfois des fonctionnaires qui occupent les musées, j'achète le bouquin qui édite le musée sur la gravure de Gromer, et je demande au jeune homme préposé à la librairie s'ils ont autant de gravures que dans le bouquin. Oh non, on en a quelques-unes, quoi. Alors c'est là qu'on lui a demandé où c'était. Et en fait, il y a toutes les gravures qui sont dans le bouquin. Voilà. Peut-être pas toutes, mais il y en a énormément. Il y en a énormément, parce qu'il y a des gravures sur des panneaux latéraux, et alors ce qu'on aime bien à la piscine, il y a des gravures justement dans les douches, là, dans les anciennes douches. Qui ont été réaménagées en lieu d'un espace d'expo. Ouais. Voilà. Et donc on commence effectivement par... moi, c'est son travail qui me plaît énormément, c'est ses gravures sur bois. J'ai un penchant pour la gravure sur bois, et donc sa gravure sur bois, il y a un livre qui a été fait qui s'appelle L'homme de troupe. L'homme de troupe, c'est un bouquin à la belle édition, donc, et ça comprend donc 10 gravures sur bois autour de la guerre, hein. Donc on a l'attente, on a la mort, les blessés, la permission, les fugitifs, le quart de vin, enfin voilà. Et donc ce sont des petites gravures. D'ailleurs, il y a une des matrices, je crois, à la piscine. Oui, il y a une matrice. Et donc c'est comme son œuvre peinte, hein, on retrouve ce même style de travail, hein, cette géométrisation des formes, cet espace qui est complètement rempli.
Voilà, il a fait une autre série qui s'appelle Les péchés capitaux. Donc là, on n'en a pas vu à la piscine quand même. Ça n'a jamais été terminé. Ça devait être fait à partir d'un poème, des poèmes de Roger Allard, de 7 poèmes inédits, et ça n'a jamais vu le jour, mais les gravures existent quand même. Et il y a aussi une gravure sur bois qui s'appelle La jongleuse au poignard, qu'on peut voir à Gravelines. Il faut dire que le musée de Gravelines a fait énormément de prêts donc, pour cette exposition. Et cette jongleuse au poignard, elle fait penser effectivement au travail de Franz Masereel, avec ces pointes de lumière qu'on voit, comme on peut voir dans l'œuvre de Masereel. Alors après la gravure sur bois, Gromer s'est initié à la pointe sèche et à l'eau forte, et c'est là qu'il a fait la quasi-totalité du reste de ses gravures, et qu'il a exploré effectivement beaucoup de thèmes. Alors il y a énormément de nus féminins qui sont là, qui sont d'ailleurs présentés à la piscine, mais on trouve aussi plein de différents thèmes. Il y a des travaux, il y a des vues de Paris, il y a des bicoques, il y a quelques paysages, il y a des machines dans un port, il y a le champ de Mars, il y a des villes, enfin voilà, il représente un petit peu tous les sujets. Il y a des arbres aussi. Gromer était fan d'arbres. Il y a une représentation d'un chêne, et en fait, je crois que ce qu'il aimait chez l'arbre et chez la femme, c'est cette force vitale qui émane des deux, quoi. Donc, ce qui est curieux d'ailleurs, comme tu dis avec justesse, qu'il a fait de la gravure sur bois, et la gravure sur bois, c'est avec des gouges. Et donc, c'est pas loin des burins, et qu'il n'a fait aucun burin en gravure sur plaque de cuivre ou de zinc. Il a fait que de la pointe sèche et de l'eau forte, quoi. Voilà, c'est un peu curieux, ça, quand même. Oui, il faut dire aussi que le burin, comme la gouge pour la gravure sur bois, ça nécessite un travail beaucoup plus sérieux que de rayer une plaque avec une pointe sèche, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, pas tout à fait non plus la même liberté de création. Donc ce travail des gravures, c'est vraiment à ne pas louper, quels que soient ces sujets-là. J'ai la représentation du chêne, justement, qu'on peut voir à l'exposition. Alors dans le petit bouquin, ils font des photos selon les premiers états, deuxième état, troisième état, quelles épreuves c'est, pour voir un petit peu l'évolution du travail. Et voilà, il y a une petite rivière, donc il y a des paysages, et sur ces gravures, justement, c'est là qu'on peut retrouver le trait, enfin qu'on peut aussi penser à Buffet dans le rendu avec les rayures. Oui, c'est vraiment, mais en même temps, comme toujours, pour moi en tout cas, c'est trop, parce que voir toutes ces gravures en enfilade, si vous voulez les regarder un peu sérieusement, vous allez au minimum pour 1 heure. Moi, je fais ça en quart d'heure, 20 minutes, parce que je peux pas. C'est pas possible d'éprouver devant chaque œuvre une émotion comparable aux premières que vous voyez, quoi. Surtout, alors au bout d'un moment, moi, je suis vraiment là, et ma copine, elle travaille différemment dans. On peut dire. Et elle a cette chance d'avoir encore cet enthousiasme de la jeunesse que moi j'ai perdu au fil des années. Mais c'est là qu'on peut voir justement tout son talent de dessinateur. Alors, ce qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure en parlant de sa peinture, c'est qu'il y a aussi quelques encres de Chine, aquarelles et encres de Chine aussi, qui sont là vraiment différentes, parce que le trait est forcément beaucoup plus fin. Il a aussi été cartonnier quand il travaillait donc à Aubusson. Et il y a une toile, justement, quand je l'ai vu, c'était un homme au fagot, et je me suis dit, c'est étonnant, cet homme, on dirait pratiquement, c'est un rendu de vitrail. Et justement, c'était un tableau qui avait été fait pour en faire un vitrail. Ouais. Donc voilà, un talent multitalent, quoi. Multipasse. Voilà, multipasse, et à chaque fois de l'émotion. Donc à découvrir, le mieux, c'est quand même d'y aller, quoi. Oh oui. Sachant qu'effectivement à Lille on a pu manger en arrivant à Roubaix, on a pris le métro, donc depuis Lille Europe, on a pris le métro
Roubaix, la ligne 2 jusqu'à Roubaix Grand Place, et là c'était l'heure de déjeuner. Donc on est allé dans la grande brasserie qu'il y a là, et là on a été accueillis merveilleusement, vraiment une brasserie du Nord avec une cuisinière et des serveurs qui ménageaient pas leur peine. Enfin, on a très très bien mangé, donc on peut faire un petit coucou à Ophélie, Brigitte et puis Hugo qui étaient présents ce jour-là et qui se démenaient. Parce qu'on était juste en face de la cuisine et il y avait une grande baie par où les plats passaient. Et on voulait s'activer la cuisinière, c'est Brigitte. Mais alors, ah non, mais fallait voir. Ça n'a pas l'air d'être une géante, mais bien ronde, comme certaines femmes du Nord, appétissantes. Et la serveuse, pareil. Et toutes, mais elle se bougeait, mais invraisemblable, parce qu'il y avait vraiment du monde, il fallait servir, et puis comme un petit panneau l'indique, soyez pas trop pressés, parce que tout est fait maison. Et c'est vrai, moi, les frites, c'était des frites, quoi, comme il y en a dans le Nord, hein, je sais pas, des frites McDo, hein. Non, c'était vraiment extraordinaire. C'était une bonne entrée en matière, effectivement, de s'arrêter là. On a fait un bon choix, je crois. Et on a bu une bière, mais alors, oh là là. Alors moi j'ai demandé une bière légère, ouais, légère. Pour le Nord c'est léger, mais pour un Parigot tête de veau, c'est de la bière quand même. Ma camarade d'ailleurs a renoncé, parce que pourtant elle aime bien la bière, mais elle n'a pas fini tout son glace, que je lui ai terminé avec gentillesse, quoi. Ouais, il faisait un peu chaud, il fallait tenir l'expo après, donc effectivement. Mais donc on leur fait un petit coucou et on les remercie du bon moment qu'elles nous ont fait passer, et c'est qu'elles nous ont aussi bien régalé, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, vraiment. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes, trop pressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse, le doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Maintenant tout de suite, allez vite, sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme
agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. Déshabillez-moi, Juliette Gréco. Oh non, mais dites donc, madame, je vous en prie. Toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans l'eau et sans courbette. L'émission Araka, qui est bientôt cherchée beaucoup. Et tout de suite, ma camarade va vous entretenir du culturel, des expos, etc. Voilà, Alors, des choses que nous avons lues ou vues. Ouais, les expos, alors les expos, moi, donc cette exposition à la piscine de Roubaix, donc Romer, qu'on peut aller visiter jusqu'au 20 septembre, donc surtout ne pas oublier de faire le détour par le bassin pour voir les gravures. Bon, à Roubaix, ils ont une très belle collection d'œuvres aussi, la collection permanente est extraordinaire. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup à voir en même temps. Il y a une exposition au LAM sur Kentridge, qui est un artiste sud-africain qui a fait de la peinture, de la gravure, des montages vidéo. Nous, on était ça faisait beaucoup trop pour une seule journée pour assimiler tout ça. Sauf avec le cagnard. Voilà, mais si vous restez 2 jours, c'est l'occasion d'aller aussi au LAM voir cette exposition Kentridge. C'est au musée d'Orsay, il y a une exposition sur les monstres au pays des monstres, c'est Léopold Chauveau. Alors par contre, je crois qu'il faut réserver pour aller au musée d'Orsay, donc ça c'est peut-être moins facile, mais enfin voilà, cette exposition, elle a l'air, elle fait quand même envie. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, une exposition sur l'école de Paris, avec des tableaux de ceux qu'on connaît bien, Soutine, Modigliani. Oui, alors dans les expos, je pensais aussi à la ville d'Amiens. Amiens, il y a un musée de la Picardie qui a l'air très intéressant, qui vient d'être fait, et il y a la maison Jules Verne. Donc voilà, à garder en tête pour aller faire une petite virée quand il fera moins chaud, sachant qu'il existe des cartes qu'on peut payer 10 € avant la fin août au lieu de 30, qui donnent 70% de réduction sur toutes les gares TER des Hauts-de-France, et que celui qui est titulaire de la carte peut avoir 3 accompagnants. Donc c'est intéressant, ça met des billets de train à un prix vraiment abordable, quoi. Donc voilà pour les expos. Pour le culturel, alors le culturel sur Arte, Robert, un film dont tu m'as parlé, qui était justement le soir de notre retour de la piscine, c'est Maudit, M-A-U-D-I-E. Oui, Maudit, c'est une histoire vraie d'ailleurs, mais là c'est sous forme de fiction, d'une artiste canadienne. Le Canada, c'est au Nouveau-Brunswick, je crois. Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, oui. Et une jeune femme un peu handicapée quand même, voilà, et qui est possédée par la peinture, et qui va, si vous voulez, être remarquée et vendre. Elle fait environ une peinture par jour ou plus, et qu'elle vend à des prix dérisoires. Alors elle expose devant sa maison. C'est une toute petite maison qui appartient à son époux, qui est un genre de brocanteur. Poissonnier, c'est un poissonnier. Mi-poissonnier, mi-brocanteur, etc. Un rude personnage de ces régions un peu quand même sauvages. Il y a des paysages magnifiques. Mais enfin, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la vie de cette artiste femme, qui a quand même vécu jusqu'à 70 ans, malgré son handicap. Elle souffrait d'une polyarthrite rhumatismale, donc effectivement son corps avait subi des malformations dues à son arthrite, et elle avait les doigts qui se recroquillaient, enfin elle souffrait. Les mains et les doigts complètement nécrosés, quoi. C'était quelque chose d'assez difficile à regarder, mais assez quand même quelque chose de extraordinaire, inoubliable de voir, enfin de savoir, de connaître en tout cas, et cette interprétation était magnifique de cette artiste qui s'accroche à la vie, qui aime la vie, et qui essaye de la traduire dans des peintures naïves, comme on dit maintenant, mais bon. Voilà. Et c'est un film qui vous prend complètement, qui vous voyez pas le temps passer, tellement c'est dense, c'est habillé, si on peut dire, voilà, de ce destin tragique et en même temps magnifique
d'une artiste qui donne tout à son art. Voilà, ça vous donne même envie. Ça vous donne envie de vous retirer dans un trou du cul du monde avec dans une petite maison comme la sienne et de vous consacrer, si vous aimez, vous avez une passion quelconque, soit artistique ou autre, et puis de vous y consacrer complètement. Voilà, donc ce film, on peut toujours le voir sur Arte Replay, donc je mettrai le lien. Ouais, c'est bon, même si on peut ne pas aimer sa peinture naïve, ce qui est intéressant, c'est toute cette histoire, cette femme qui est habitée par la peinture, qui fait que c'est sa raison de vivre, sa ténacité, son obstination, quand elle arrive chez cet homme qu'elle va quand même s'incruster au départ, et toute leur histoire qui, lui, est vraiment un rusto, c'est-à-dire qu'il lui parle mal, il la considère moins bien que ses chiens, enfin c'est quand même très, très dur au départ. Hein. Elle vient pour faire la bonne. Voilà. Et donc c'est très très difficile, elle a quitté sa famille parce qu'elle vit chez sa tante avec, qui est pas sympa avec elle a un frère qui a vendu la maison familiale et qu'on n'a rien à fiche d'elle. Et donc, ça va être, sa révélation de peintre, où elle va décorer petit à petit la maison, sachant que quand à la fin on voit des images, des petites images de sa vie, des vrais personnages, et qu'on voit qu'effectivement, cette actrice a vraiment épousé ce rôle-là, parce qu'au départ, moi j'ai l'impression que c'était un peu surjoué, et finalement, non, c'est pas surjoué du tout, quoi. Donc, là, c'est Ethan Hawke et Sally Hawkins qui sont dans les rôles principaux. Et ce film est magnifique aussi, donc quand tu dis au niveau des paysages, et je dirais que chaque image, chaque plan est quasiment un tableau, parce qu'il y a vraiment un travail sur la couleur, sur les camailleux, c'est-à-dire que c'est presque trop esthétique, je sais pas si on peut dire ça, mais elle, même sa façon de s'habiller, effectivement, elle va mettre un tablier, et le pull en dessous est assorti au cœur des petites fleurs de son tablier, enfin il y a vraiment une recherche pointue sur les couleurs, quoi. Sur les couleurs, sur les cadrages, voilà. Sur les mises en page des paysages, c'est quelque chose d'éblouissant. Voilà, et leur histoire est quand même bouleversante. Alors moi j'ai regardé c'est passé sur France 3, mais je l'ai regardé sur YouTube, c'est pareil, on peut toujours le voir, c'est Les vies d'Albert Camus. C'est 1h38 sur la vie d'Albert Camus, avec des images d'archives, des témoignages, dont le témoignage de sa fille Catherine. Un très très bon doc qui fait le tour de la vie de Camus, de sa vie d'écrivain, ses engagements politiques, et voilà, c'est très bien fait, ça donne envie de lire Camus effectivement, et de voir cet homme qui est quand même resté je dirais droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a pas trahi ses idées, quoi. C'était un engagement de tout temps, et un hommage rendu à son enfance quand il a le prix Nobel, par exemple, un hommage rendu à son enfance dans les quartiers pauvres de Bellecour, où il va écrire à cet instituteur qui a fait son boulot du Sar Noir de la République, hein, qui l'a sorti effectivement, qui lui a permis d'écrire et de faire des études, surtout des études supérieures, malgré le fait que sa grand-mère s'y était opposée, quoi. Et donc il y a aussi toute la vie amoureuse de Camus, c'était quelqu'un qui tombait amoureux, qui a eu plein d'histoires d'amour, et tout ça, ça fonctionne très bien, c'est un très bon doc. Oui. Alors voilà, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début et qui ont envie d'aller à l'île Roubaix et qui ont envie de se poser dans ce petit bistrot de la Grand Place, il s'agit de l'Hôtel de France à Roubaix. On ne peut pas le louper, hein. Quand on sort du métro, c'est face à la mairie. Quand on arrive sur la Grand Place à Roubaix, il y a la mairie et l'église Saint-Martin. On ne peut pas louper, c'est une brasserie avec une grande terrasse à l'extérieur et des tables, donc certaines tables un peu hautes à l'intérieur. Voilà. Magnifique. Et vous dites que vous venez de la part d'Arracaille, voilà. Pourquoi ouais. Pas. Elles se souviendront de nous, je suis sûr. Ouais. Et tout de suite, le salut aux copains, aux copines. Je veux parler de Claude et d'André de la Nation, de Karine Ouzette, et de Perpète les... Bref. Marie-Christine Béguet, notre graveuse gardoise de... Oui, Marie-Christine, hein, on aimerait bien avoir de tes nouvelles de temps en temps. Claude et William, nos camarades de Brest. On espère qu'ils vont bien, je vais leur mettre un petit mot d'ailleurs. Ouais. Jean-Polo Souvraz, un peintre de coup de Kerbranche dans le Schnorr, près d'un cœur, une pointure, attention. Claudine, une pote à ma camarade Piquet-Q. Jean Peluzzi du Valoise qui nous en envoie des bien bonnes. Corinne, notre tapissière préférée.
que je remercie personnellement pour l'ordi qu'elle a refilé plutôt à ma camarade Piquet-Cou, qui elle-même me l'a refilé, voilà. J'en avais bien besoin, une petite réparation, et puis c'est parti. Merci beaucoup Corinette et Joël, notre Arlésienne du Caire, Anne-Emmanuel et Frédéric, des peintres remarquables. Ouais, bon, des potes à Corinne et à notre Arlésienne du Caire. Bon, où en était, j'en suis-je? Ah oui, alors après Juju, Juliette, Planck, en relégation à Rochefort-sur-Mer, notre Clément, lui, il n'est pas en relégation, il s'éclate à Vincennes-Montreuil, un graveur, alors, le Vincent Van Gogh de la gravure, Agnès Dubar qui s'est exilée en Ariège. Oh là 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 là, quelle perte pour nous, puisqu'on ne peut pas y aller. Alors, à Lille encore, on pouvait y aller, dans l'Ariège. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, magnifique, mais bien dans la veine de l'art des Flandres. Colette, la veuve du plasticien Odon, Jacqueline, veuve du peintre Raymond Imbert, à Laduz en Bourgogne, Liliane et Laurence, deux frangines qui écrivent des polars, mais il faut voir, des polars, on s'attend toujours à avoir un mec avec un chapeau mou, un Borsalino, en train de fumer des cigares et boire du whisky. Non, non, là c'est deux frangines qui ne payent pas de mine. On serait loin de penser qu'elles écrivent des polars, mais elles écrivent des polars, et puis des polars qui ont du succès. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Michel Pelloual, un peintre qui était mon voisin du dessus avant que je déménage, et donc qui n'est plus mon voisin du dessus, mais un peintre, il est toujours resté peintre, et puis un bon. Marie-Christine et Christophe, deux militants, qui militent toujours par Mons et par Vaux. Cécile, elle est maintenant un souvenir de quand elle animait une émission qui s'appelait Tu la sens, ma cinquième puissance. La Rose flamboyante qui flamboie toujours sur une radio pourrite. Voilà, José Arthur, même punition, même motif, avec son émission Le Mélange. Anne-Isabelle Roubaille, une artiste par là-bas, dans la forêt de Fontainebleau, à Bourron-la-Marlotte, une peintre merveilleuse, qu'on a découvert chez Florence Quenu, la libraire de Bourron-Marlotte, la librairie, comment donc-est sa librairie? L'Empreinte. Voilà, Colette et Alain, Christophe Dilulu, commissaire-priseur, Dominique Paula d'Ardouin, très malheureusement parti exposer les artistes qui ont rejoint les vertes prairies du Grand Manitou. Marie-Pierre, un docteur un peu hors norme, et Marie Dognaud, qui est une galériste vagabonde, chez qui on a vu une exposition très sympa, de qui déjà? De Maotolai. Voilà. Voilà, bon, on vous dit salut, reposez-vous bien, aérez-vous bien, Tout, oui. mettez-vous au frais. Salut. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes,
etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. L'État comprime et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté liberté chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré